Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand dialogue consacré à la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. Ce soir, notre invité est un homme bien connu du milieu financier, mais aussi politique malien et international. Il s'agit de Mamadou Igor Diarra, candidat indépendant. Et pour mener ces débats, Mamadou Touré et moi-même, Kolsi Angarsou. Le grand dialogue. Monsieur Mamadou Igor Diarra, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous sommes à quelques 19 jours du premier tour de la présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? On va dire qu'il est positif, déterminé, aussi inquiet, compte tenu de l'impréparation du processus électoral sur lequel j'avais attiré l'attention depuis pratiquement 6-7 mois que j'en parle. Mais je pense que personne ne devrait vouloir se priver d'un espace démocratique, républicain. Et à ce titre, je ne peux que saluer votre implication, celle de la presse, et surtout de Studio Tamani, qui fait un travail extraordinaire. Parce que voyez-vous, dans notre pays, en fait, on refuse de débattre. On refuse de débattre, ça fait des années. Comme si on le fait sciemment, pour qu'on n'adresse pas les vrais problèmes, les vraies questions. Et quand vous vous promenez au Mali, à l'intérieur du Mali, dans nos quartiers, même ici à Bamako, dans la capitale, et que vous voyez les médias d'État, c'est qu'on nous montre, ben on a l'impression que tout simplement on est dans un autre pays. Donc je tiens à remercier toute la presse privée qui concourt vraiment à la manifestation de la vérité. Et cela éduque les populations et je pense que ça va contribuer au développement. Et qu'est-ce qui vous a motivé à être candidat? Alors là, c'est une excellente question. Parce que beaucoup de gens se demandent, même l'autre jour, je pense qu'à la faveur d'une manifestation démocratique, une marche, j'ai un ancien collègue qui m'a appelé du milieu bancaire. Il me dit, mais comment se fait-il que un ancien PDG ou DG de banque arrive à faire des marches politiques? C'est du jamais vu pratiquement. Non, je vais vous dire très sincèrement. D'abord, je considère que le Mali, notre pays, m'a beaucoup donné, ou je dirais même m'a presque tout donné. C'est un pays qui m'a offert l'éducation. J'ai fait l'école publique, donc c'est aux frais du contribuable malien. J'ai fait des études universitaires grâce au Mali. J'ai eu une carrière financière, comme vous l'avez dit, au plan national et international. Donc je considère que c'est grâce au Mali. Les miens sont là, ma famille est là. Alors comment être indifférent? Quand vous avez occupé des hautes fonctions gouvernementales et que vous avez tenté de faire bouger les choses, que vous n'avez pas réussi, vous en sortez souvent avec un peu d'amertume. Mais voir là où notre pays est arrivé aujourd'hui, qui ne soit même pas capable de faire boire ses citoyens, de soigner ses citoyens, de protéger ses citoyens, il n'y a véritablement aucune perspective. Je pense que c'est toute cette révolte-là. C'est toute cette révolte. Surtout que j'ai réfléchi à ces questions et je pense avoir un certain nombre de solutions. Alors, lorsque les jeunes m'ont approché, des femmes, parfois des personnes âgées, pour dire, écoute, compte tenu de ton parcours, compte tenu de ton engagement, mais viens t'engager dans la politique. Viens proposer quelque chose à nos compatriotes pour qu'ensemble, on essaye de sortir le pays du gouffre, parce qu'il est dans un véritable gouffre qu'on veut cacher. Et je pense qu'il est du devoir des hommes d'État, des dirigeants de ce pays, de s'en préoccuper. Et c'est pour cela que je jouerai ma partition jusqu'au bout, avec conviction, avec détermination, de manière désintéressée. Voyez-vous, ceux qui font de la politique au Mali depuis ces dernières années, ils n'ont souvent pas d'autres professions, ou ils n'ont même pas, à la limite, des métiers qui leur procurent des revenus qu'ils ont aujourd'hui dans la politique. Ce n'est pas mon cas. Par plusieurs reprises, j'ai été appelé aux hautes fonctions. Je vais vous donner un exemple tout bête que je cite. Je n'ai jamais occupé un logement de fonction de l'État, malgré le fait que j'ai occupé des hautes fonctions. Voyez-vous, donc, je ne viens pas dans la politique pour
pour chercher un avantage, pour chercher un honneur. Je viens dans la politique pour servir, pour travailler, parce que je n'ai pas un autre allié que celui-là. Voici les principales raisons qui m'ont motivé à être candidat à l'élection présidentielle prochaine. Monsieur Mamadou Igor Diarra, vous participez à une élection que vous jugez être mal préparée. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Touré, vous savez, moi on me reproche parfois d'être franc et direct. Je vous dis, mes parents le font, mes conseillers en communication le font. Mais dans quel pays sommes-nous? Vous pensez sincèrement que les dirigeants de ce pays ne savaient pas qu'en 2018, il allait y avoir des élections? Mais comment c'est à 3 mois? C'est à 3 mois du processus électoral qu'on se met à adopter les règles du jeu, donc à adopter une loi. C'est également à 3 mois qu'on fait un semblant d'audit. J'appelle ça un semblant d'audit. Pensez que dans un pays sérieux, de 20 millions d'âmes, on peut faire un audit d'un fichier électoral de 8 millions de personnes en 10 jours. Mais de qui se moque-t-on? Pour ensuite dire, on passe un marché de surcroît à l'étranger pour faire des cartes électorales qu'on ambitionne de distribuer, s'il vous plaît, en une vingtaine de jours sur un territoire de 1 240 000 km², où l'État est pratiquement absent sur la moitié. Vous pensez que c'est sérieux? Et que personne ne trouve à se poser la question? Mais puisque le président sortant, il est candidat, je pense qu'il doit même en vouloir à ceux qui l'ont amené à cette situation. Parce que cette situation, j'avais prévenu, elle pose les germes d'un conflit post-électoral, d'un contentieux post-électoral. Parce que, mais regardez, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est la population la plus importante de notre pays, 60-70%. J'ai vu les chiffres tout récemment. Ils étaient 1 500 000 qui devaient être en âge de voter. Eh bien, figurez-vous, mais il n'y a qu'environ 200-300 000 qui ont été inscrits. Mais c'est quoi cette démocratie? Qui consiste à exclure, qui consiste à préparer des élections bâclées. Je suis inquiet. J'ai fait le tour du Mali, dans les régions, dans les villages. J'ai vu le processus de distribution des cartes électorales par des jeunes bénévoles qui n'ont rien, ils n'ont même pas à boire, même pas à manger. Regardez les taux de distribution de ces cartes. Ça laisse à désirer. Je me dis qu'en une vingtaine de jours, lorsqu'on a la volonté, l'État doit prendre des mesures énergiques pour qu'on ait un processus inclusif. Et là encore, vous vous souvenez, c'est tout récemment qu'on a nommé des représentants de l'État dans certaines localités. Mais pourquoi? Ils ne savaient pas que c'est l'État qui organise les élections. Vraiment, je dénonce fermement chaque fois qu'on ne travaille pas sérieusement dans notre pays. Alors, à qui profite ce retard dans le processus de préparation? Bon, moi je me dis que je suis un candidat qui me semble beaucoup plus proche de la jeunesse. Donc lorsque vous me dites que 1 million de jeunes qui devaient participer, qui m'aiment bien chaque fois que je descends la vitre ou que je participe à des débats de grains, qui ne pourront pas voter, je me dis que ça ne me profite pas. Mais ça profite certainement aux partis traditionnels. Je dirais les partis anciens qui sont issus essentiellement peut-être du mouvement démocratique, qui ont leurs assises un peu dans les différentes localités, et qui par ailleurs, je profite de dire au passage, il faut qu'on ait le courage de s'assumer la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, et j'espère qu'on va y en venir, mais c'est de leur responsabilité. Le pays qui leur a été donné en mars 1991 n'était pas un pays occupé, n'était pas un pays dans lequel il y avait du terrorisme, n'était pas un pays dans lequel il y avait une quasi-famine où les gens n'avaient même pas d'eau à boire. Eh bien, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Toutes les infrastructures de ce pays, aujourd'hui, sont vraiment à genoux. Je viens de faire la route de Caille, c'est à Caille que j'ai commencé ma campagne. Mais lorsque vous voyez cette route, vous vous rendrez compte que personne ne s'occupe de ce pays. C'est par là où passe 60% du trafic du Mali pour la sécurité énergétique, pour les aspects alimentaires, pour tout le reste. Cette route est à l'abandon. Vous n'avez que des véhicules calcinés, des morts, des victimes. Je ne vous parlerai pas de la route Sévaré-Gao, que j'ai vue aussi l'autre jour. C'est une catastrophe. Nous avons une déconnexion, je dis bien une déconnexion de la classe politique qui a eu à diriger le Mali,
avec la réalité du Mali et des Maliens. Et c'est ce qui prévaut aujourd'hui. C'est pour ça que des menaces existentielles pèsent sur notre pays. Non seulement nous ne sommes pas ailleurs, mais regardez, le Mali est même devenu un pays mendiant. Il y a quoi, combien de 30 000 personnes qui sont là à notre chevet. Tandis que ce sont les armées du Mali qui partaient éteindre le feu dans d'autres pays. Non, je pense qu'il y a suffisamment d'arguments pour considérer que la classe politique que nous avons connue, mais elle est fatiguée, elle est épuisée. Je pense qu'elle doit aller se reposer et laisser l'espace à d'autres acteurs politiques. Qu'avez-vous fait pour qu'on n'en arrive pas là? Ah, beaucoup de choses, vous imaginez, beaucoup de choses. Vous savez, il ne faut pas seulement être, comment dirais-je, au cœur de l'action de l'État pour contribuer au développement. J'ai eu, moi, la chance d'occuper une fonction très noble, celle de la banque. Parce que faire de la banque en Afrique et au Mali, ce n'est pas comme faire de la banque à Paris ou dans d'autres pays. Vous êtes en fait un serviteur social. Vos interlocuteurs, ce sont les enseignants, ce sont les infirmiers, les sages-femmes, ce sont des ruraux qui font de l'agriculture, ce sont aussi les industriels, les commerçants, tout le monde. Lorsque vous regardez le taux de bancarisation de ce pays, je peux vous garantir, mais sans aucune fausse modestie, que j'y ai beaucoup contribué. Il y a beaucoup de localités qui n'avaient même pas d'agence bancaire, où j'ai ouvert des agences bancaires pour faciliter la vie aux gens, pour financer les activités des gens, à Koutiala, à Sikasso, partout. Donc, et même avec les Maliens de l'extérieur, j'ai travaillé avec les... Donc, j'ai contribué déjà dans mon métier de base qui était la banque, sans faire de la politique. Lorsque j'ai été appelé au gouvernement, ce sont des choses que, bon, peut-être des compétiteurs ne diront pas. En tant que ministre de l'énergie, des mines et de l'eau, mais regardez dans les archives. J'ai d'ailleurs sorti un livre pour ça, pour le dire. Lorsque vous amenez presque 1500 milliards d'investissements dans ces deux secteurs vitaux, vous avez fait beaucoup. C'est le président ATT qui m'a appelé le premier à servir au gouvernement. Quand j'ai lancé la réforme du code minier, c'était avec de bonnes intentions que je l'ai fait. Vous prenez la station de Kabbalah, celle qui va servir de l'eau potable à tout Bamako. Mais ce sont des initiatives de mes collègues. Qui va servir, pas encore. L'accès à l'eau, à l'énergie reste mais je un vous défi. dis, non, écoutez, vous savez, tout ça là, ça a été perturbé. Et moi, j'ai eu à redéfinir la politique nationale d'accès à l'électricité, la politique nationale de l'énergie. Nous avons mobilisé des investissements. Vous savez, c'est la séparation de l'eau et de l'électricité qui était un frein par rapport à ces deux secteurs. Personne n'a voulu le faire. Personne n'a eu le courage de le faire. J'ai eu à conduire ce chantier en créant la SOMAPEP et la SOMAGEP. Depuis les mois qui ont suivi, c'est 165 milliards d'investissements qui sont venus pour réaliser ces stations. J'en ai bénéficié de deux autres en termes de financement, de l'AFD, à Maniambougou et également à Calabar. Mais les investissements dans le secteur de l'eau avaient repris. Les marchés avaient même commencé à être lancés, mais il y a eu la crise de 2012 qui est venue donc freiner l'ensemble des investissements qui devaient être. Je ne parle pas de l'électricité. La plupart des barrages en cours de gestation ou des centrales thermiques qui ont commencé à produire, tout ça, ce sont des chantiers sous ma gouverne qui ont été conduits. Alors, je ne vous parlerai même pas de ma contribution en tant que ministre de l'économie et des finances lorsque le président actuel m'a appelé avec des termes que je répète, viens m'aider à sauver notre pays. Mais c'est une situation catastrophique de laquelle moi j'avais hérité. 200 milliards d'instances de paiement, 200 milliards de dépenses nouvelles, notamment au titre de la loi d'orientation de programmation militaire, l'augmentation salariale qui avait été décidée par le gouvernement précédent, la réduction de l'impôt sur le traitement et des salaires qui profite au secteur privé, le retour des populations. Mais il fallait bien être ingénieux pour trouver des financements dans un pays qui était quasiment en guerre. Eh bien, nous l'avons été. Et il a fallu aussi beaucoup de rigueur. Et peut-être mon impopularité partielle avec certains est due à cela. Parce que lorsque vous êtes ministre chargé des Finances, vous êtes tenu de faire des arbitrages. Et pour moi, l'arbitrage, et vous le verrez dans ma vision, c'est que l'État, dans un pays en guerre, se doit être sobre. Il doit savoir dépenser. Dépenser à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre défense, c'est notre sécurité. L'essentiel, c'est créer les conditions pour que personne ne soit laissé sur le chemin. Donc voilà, moi j'ai servi tous les projets d'infrastructure qui sont là aujourd'hui, qui font l'objet d'inauguration.
Mais vous pensez que l'idée vient de qui? Mais je mets quiconque au défi, au Mali, ici, de me dire que l'idée, par exemple, pour soulager les agriculteurs du Mali, en donnant 1000 tracteurs, que c'est l'idée est venue de quelqu'un. Personne. La route de Koulikoro, je le confirme. Ah, mais de moi. De moi et de mes collègues, parce que bon, quand vous travaillez avec des gens. Mais je suis allé au ministre sectoriel pour mettre cela en œuvre. Mais l'idée, le cheminement, le financement, c'est de moi. N'en parlons même pas des autres infrastructures. Là, les 2x2 voies de Koulikoro, le pont de Caillou, l'échangeur de Ségou-Markala. Mais tout ça, c'est ça. Le deuxième pont de Caille. Mais ce sont des idées qui ont été triturées au laboratoire du ministère de l'économie et des finances. Donc, vous imaginez, en un an, lorsque vous arrivez à faire les salaires de l'ensemble des fonctionnaires et des pensionnés, le 20 du mois, lorsque vous mettez à désengager l'État pour payer la dette intérieure des gens auxquels l'État devait de l'argent parfois pendant 10 ans, pendant 15 ans. Non, je suis très très fier de ma contribution. Et c'est pour cette raison d'ailleurs. Parce que je pense que j'ai un savoir-faire. Vous savez, les 3 arguments qui militent en faveur de ma candidature. Mais d'abord, je suis sincère. Personne ne peut douter que je ne suis pas sincère. J'ai tout abandonné pour le Mali. Je suis venu pour ça. Je pouvais me contenter du situation privilégié. J'ai refusé cela. Je suis sincère en le faisant. Je ne cherche pas un honneur, je ne cherche pas l'argent. Secondo, mais j'ai quand même fait montre d'un savoir-faire dans ce pays. Dans le domaine bancaire, lorsque j'ai privatisé et cédé la BIM, c'était 40 milliards de francs CFA. C'est avec ça qu'on a fait l'échangeur qui est en face de la cité administrative. Mais c'est avec ça qu'on a fait la route de Djoïla, la route de Baraouli, qu'on a épongé une partie de la dette, qu'on a commencé à aménager les camps. Non, j'ai beaucoup fait pour ce pays. Donc je considère que j'ai un savoir-faire. Et chaque fois qu'on m'a confié de l'argent, je l'ai géré avec rigueur, dans l'intérêt du plus grand nombre. Maintenant, la troisième raison, ou argument qui milite en faveur de, c'est que j'ai quand même un programme. J'ai une vision. Et je vous assure, si vous vous donnez le temps de lire, ça répond exactement à ce que les gens attendent. C'est un projet de société en 7 axes. Allez-y. En 7 axes. Alors, le chiffre que je demande de retenir, sans faire de la numérologie, c'est 7, 12, 99. Notre projet de société s'articule autour de 7 axes que je vais tout de suite développer, mais 12 grands travaux sur lesquels je parlais sommairement. Et 99 mesures concrètes à mettre en œuvre en 5 ans. Et ce paquet, seul ce paquet, avec une rupture totale avec le passé, ne peut changer notre pays. Je vous assure, c'est le remède miracle. J'ai indiqué que le Mali est un malade. Et c'est un patient qui, de surcroît, se trouve aux urgences. Il faut un traitement de choc. J'invite mes compatriotes à rompre avec le passé. Le passé, on sait là où ça nous a conduit. Si on nous fait du réchauffé, eh bien, ça va nous conduire à pire que cela. Et nous allons tous partir à l'aventure, comme certains de nos pauvres jeunes qui vont pratiquement se suicider dans l'océan ou dans le désert. Alors je reviens. Cet axe, il s'agit d'abord d'un État propre, d'un État sobre et d'un État agissant. C'est ça le premier axe. Je pense que de là tout découle. J'appelle moi l'État propre, ce n'est pas seulement la salubrité, bien qu'il faille une véritable politique. Vous allez voir dans nos mesures, il faille une politique de salubrité. Nous vivons dans les dépotoirs. Allez-y à Lafiabou, à Medinapoura, à la sortie ici à Sénou. Dans les régions, n'en parlons pas. Nous vivons avec nos déchets. Nous n'avons pas été capables de gérer les déchets dans ce pays. Et de surcroît, c'est une société étrangère, je ne vais même pas la citer pour lui faire de la pub. C'est elle qui vient s'occuper du nettoyage des Bamako. Vous pensez qu'on en est fiers, nous, Maliens, après avoir existé pendant 58 ans? Bientôt, le Mali aura 60 ans, on n'arrive pas à déchirer. Propriété, du moins, un État propre veut dire aussi un État qui est propre d'un point de vue éthique. Autrement dit, il faut arrêter de voler. Il faut arrêter de voler. On n'a pas le droit de voler l'argent qui doit servir à notre défense. On n'a pas le droit de voler l'argent qui sert à notre santé, à notre éducation. Mais regardez les rapports du vérificateur général.
Mais c'est une catastrophe ce qui nous arrive. D'ailleurs, aujourd'hui, la corruption, ce n'est même pas grave. Vous partez chercher un acte de naissance, si vous ne donnez pas quelque chose, on ne vous le donne pas. Vous partez pour vous soigner, vous ne donnez pas quelque chose, on ne vous soigne pas. Donc pour moi, là, une composante de l'État propre, c'est aussi, c'est l'État exemplaire. Alors l'État sobre pour moi, comme on le dit en Bambara, c'est Iki Yeredon. Le Mali n'a pas le droit de s'offrir ou de vivre un train de vie au niveau étatique, dont il n'a pas les moyens. Lorsque vos populations meurent de soif, et je vous assure, moi je ne suis pas sûr que nos autorités vont dans certaines localités éloignées. Quand vous causez avec les gens, vous avez presque les larmes aux yeux. Ici, à Bamako, il y a des gens qui n'ont pas d'eau à boire. À Bamako, ici. Donc pour moi, il y a un délestage catégorique qu'il faut faire au niveau des dépenses de l'État. Les 8 institutions du Mali ne doivent pas consommer 50 milliards par an. Les frais de déplacement et de mission dans ce pays ne doivent pas aller entre 25 et 30 milliards par an. Ce n'est pas normal. Je pense que les gens comprennent cela. Qu'on ferait mieux de consacrer ces ressources-là à... Je vous dis, il y a une mesure choc, par exemple. Là, je vous développe les axes. Mais moi, je vous dis, j'ai proposé à ce qu'on transforme, par exemple, le palais de Koulouba actuel dans sa composante résidentielle, parce qu'il y a 2 composantes. Il y a une composante, là on travaille, et puis il y a une composante résidentielle. Je considère que ça doit être un musée. Il faut laisser aux gens la possibilité d'aller apprendre là-bas l'histoire du Mali, ceux qui visitent le Mali, mais également les écoliers des différentes régions, etc. J'ai proposé aussi à ce qu'on se dessaisisse totalement des avions présidentiels que nous avons. Il faut les céder et utiliser la participation et le montant comme participation dans une société à créer localement, mais pour pouvoir voyager. Mais vous ne pouvez pas prendre l'avion dans votre pays, qui est aussi vaste. Vous pensez que c'est normal? Moi, si je veux aller faire campagne à Kidal ou à Tombouctou, je suis obligé d'aller à la MINUSMA, comme si c'était une agence de voyage. Non, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on doit résoudre très rapidement. Donc pour moi, c'est ça l'État sobre. L'État agissant, c'est l'État qui s'assume. Avant, lorsqu'on disait que vous travaillez pour l'État ou au compte de l'État, d'ailleurs, vous bénéficiez d'un prestige, d'un respect. Le policier, le militaire, le gendarme, mais tout le monde, même les agents des eaux et forêts, tout le monde était respecté. Mais aujourd'hui, quand on dit que vous êtes de l'État, mais à la limite, tout de suite, bon, on vous colle des étiquettes, etc. Vous êtes incorrompu, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc pour moi, l'État agissant doit veiller aux Maliens. Il doit veiller à ce que tout se passe bien, à ce que la santé soit bien administrée, à ce que la circulation soit bien administrée, à ce que notre sécurité... Alors, c'est ça le deuxième axe, l'axe de la défense et de la sécurité. Je crois que nous sommes au bout de la démonstration. Tout ce qui a été fait avant a abouti à un échec. Vous avez pratiquement 48 000 personnes qui s'occupent de la sécurité du Mali. Vous prenez les forces armées du Mali, vous ajoutez celle de Barkhane, vous ajoutez celle de la MINUSMA, plus celle de UITM, et maintenant le G5 Sahel. Vous êtes presque à 50 000 personnes qui sont en train de se battre contre un groupe de quelques milliers de bandits. Mais, bon Dieu, mais il faut qu'on s'asseye pour voir. Est-ce que vraiment tout cela c'est bon? Il faut repenser notre modèle de défense et de sécurité. Il faut aussi créer des véritables conditions pour les militaires. Je ne parle pas des artifices, des trucs de poudre aux yeux des gens, etc. Et il faut s'occuper de leur santé. Il faut s'occuper... Moi, j'ai proposé dans les mesures un grand hôpital militaire. Je suis allé à proposer des véritables camps qui ne sont pas dans les villes, mais qui sont en dehors des villes. Je suis allé jusqu'à proposer, bon, que Dieu nous en éloigne, mais ça fait partie de la vie, même un cimetière militaire, pour que nos braves soldats y soient enterrés dignement, pas qu'on les abandonne dans le désert, etc. Donc, l'axe de la défense et de la sécurité, c'est le deuxième. Le troisième, je crois que c'est aussi une réponse de l'actualité. Nous avons besoin d'une société apaisée. Une société apaisée au nord, une société apaisée au sud. L'accord de paix ne doit pas être juste un fonds de commerce. Il faut s'occuper véritablement des gens. Et c'est le quatrième axe, celui de la solidarité. Nous ne devons pas laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Trop de gens souffrent. Il y a trop de pauvres. L'écart de revenus est criard dans ce pays. Il y a des mécanismes pour s'occuper des personnes âgées. C'est pour ça que j'ai proposé une augmentation des pensions. Mais il y aura aussi une augmentation des salaires
pour que les gens n'aient pas des emplois précaires. Nous avons proposé de remonter le SMIC jusqu'à 50 000 francs. Nous avons proposé d'augmenter l'indice jusqu'à à peu près 525 francs. Mais il y a des mesures concrètes pour que les gens connaissent un mieux-être très rapidement. Et ce n'est pas compliqué. Hein. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire des économies, il suffit de mieux gérer ce qu'on a et de chercher de l'argent ailleurs. Oui, mais justement, monsieur Diarra... Vous m'arrêtez, donc je considère que les autres axes... J'ai rebondi sur ces derniers points. Où allez-vous justement trouver, vous avez un programme ambitieux, où allez-vous finalement trouver de l'argent pour le financer concrètement? Bon, alors, je réponds d'abord à votre question, parce qu'en fait, le quatrième axe de ma vision, c'est celui-là, c'est l'accélération de la production des biens et des services. Vous ne pouvez rien faire si vous-même, vous ne devenez pas riche. Donc, vous-même, vous devez produire davantage. Pour cela, nous avons proposé toute une série de mesures, la poursuite de la mécanisation, l'aménagement d'espace, etc. Le Mali peut devenir riche. Et le Mali a des ressources. Mais c'est l'un des rares pays dans lequel vous ramassez l'or par terre. Mais des Cailles jusqu'à Kidal, c'est comme ça. Mais c'est un scandale quand même. J'espère que vous êtes au courant. Qu'on ramasse l'or dans les rivières et presque juste à quelques mètres de profondeur. Le Mali a le potentiel, mais encore faudrait-il bien gérer. Moi, je me dis que la plupart des contrats que nous avons eu à négocier, nous l'avons fait à néophyte. Je peux vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, le Mali peut... Regardez les gens qui, par exemple, qui disent qu'ils créent une société minière au Mali. Vous savez, dans le code, il est stipulé que pour créer une société minière, vous êtes obligé d'affecter 20% à l'État. Alors, la technique, elle est simple. Hein? C'est-à-dire qu'on crée une société avec un capital de 10 millions. Mais, puisque c'est 10% qui sont gratuits pour l'État, eh bien, ça veut dire que, vous savez combien ils donnent au Mali? Eh bien, c'est 1 million. J'ai décrié cela, j'ai dénoncé cela. Mais personne ne peut même comprendre. Nos gens qui vont dans les conseils d'administration des sociétés minières, vous savez dans quelle langue ces conseils se tiennent? Mais en anglais. Ils ne peuvent même pas défendre le Mali. Mais lorsque vous voulez tout de suite dénoncer ces choses-là, mais vous avez un lobby immense contre vous. Vous n'avez aucune idée du nombre de combats que j'ai menés dans ce pays. Mais dans le domaine de la téléphonie, n'en parlons pas. Le Mali dépense presque 1000 milliards dans la téléphonie dans ce pays. Un pays pauvre. Et d'ailleurs avec une mauvaise qualité du réseau. Comparé au Burkina, en Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit il y a des ressources. Pour répondre à votre question de façon précise, on ne peut pas se dire qu'on ne doit pas améliorer la fiscalité, mais elle doit être mieux distribuée. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse souffrir les entreprises qui peuvent créer des emplois. Mais ceux qui trichent avec le système, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent des milliards dans ce pays. Et ils payent, mais symboliquement l'impôt. Cela n'est pas normal. Et je les connais, j'ai presque un délit d'initié, puisque je suis de la banque. Je les connais tous. Je connais les activités de beaucoup de gens. Donc, il faut une meilleure fiscalité. Il y a des mécanismes de financement. Vous savez, les dividendes auxquels on fait allusion, dans lesquels, le Mali, les sociétés dans lesquelles... Monsieur Diarra, vous dites les connaître, mais même après votre passage au ministère des Finances, la situation perdure. Oui, mais je vous donne les chiffres. Vous savez, ils sont têtus. On essaye parfois de faire... Vous n'êtes pas arrivé à... Négatif, mon cher. Négatif. J'avais comme objectif, avec le Fonds monétaire international, de faire croître la fiscalité du Mali de 0,5% du PIB. Vous savez à combien on est allé? À 1,5%. Pratiquement 3 fois l'objectif. Nous avons fait croître les recettes, je pense si mes chiffres sont bons, de presque 150 milliards. Mais en un an, dans un pays en crise, prenez le bureau du pétrole. Tous les douaniers qui m'écoutent le savent très bien. Lorsque j'arrivais, mais nous étions à pratiquement 8 milliards, 9 milliards de recettes au niveau du bureau des douanes du pétrole mensuellement. Et 2-3 mois après, nous sommes passés à 18 milliards. Mais je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé avec moi. Les gens du Fonds monétaire ont dit que c'est du ressort du miracle ce que vous êtes en train de faire. Nous avons fait croître les recettes du Mali, mais uniquement pour orienter ces revenus, pour les orienter vers les Maliens, vers les priorités des Maliens. Pour vous dire que c'est possible, et ce n'est pas parce que c'est le titre de mon livre,
Mais vraiment, je crois que c'est possible. Alors, je finis très rapidement, puisqu'il n'y avait que 2 axes que je n'ai pas développés, après celui de l'accélération de biens. C'est la promotion de la jeunesse et des femmes, et également la redynamisation du rôle du Mali et de la place du Mali dans la sous-région. Pour les jeunes et les femmes, bon, ça peut paraître ressembler à quelque chose qui se trouve dans d'autres programmes. Mais il faut des mécanismes. Pour créer des emplois pour les jeunes, il faut qu'il y ait des entreprises qui se créent. Il faut donc favoriser un cadre qui permettrait aux entreprises de créer de la richesse, de faire de l'investissement. Et ça, je pense que nous avons un certain nombre de solutions pour cela. Nos femmes sont d'excellentes entrepreneurs. Et moi, j'avais demandé à ce qu'on transforme le fonds de garantie du secteur privé en fonds d'investissement pour permettre à cette entité de prendre justement participation et de garantir un certain nombre de couches socio-professionnelles et d'entreprises. Donc, nous avons une batterie de mécanismes qui permettent de créer tout de suite beaucoup d'emplois. Mais un des problèmes des jeunes, c'est que nous avons des jeunes qui n'ont pas été formés pour l'économie d'aujourd'hui. C'est une erreur qu'il faut rectifier. Tous ceux qui sont en train d'étudier là aujourd'hui à l'université, mais tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'emploi pour eux. Il faut avoir le courage de le dire et créer des passerelles de transition. Bon, sans compter les aspects. Regardez, il y a combien de motos ici. Vous avez vu un seul garage moderne au Mali? Vous dites ne pas être d'accord avec une chose, c'est que vous n'acceptez pas que des jeunes ne puissent pas voter parce que vous êtes aimé par les jeunes. Oui. Est-ce que vous êtes aimé par les femmes? Bon, je pense que c'est le cas. Franchement, j'ai pu vous assurer que, bon, ce n'est pas un concours de sympathie, vous me permettrez. Mais je pense sincèrement être le candidat préféré des jeunes, mais aussi des femmes. Vous avez parlé de migration aussi en appelant les jeunes qui quittent leur pays pour un avenir meilleur ailleurs et qui décèdent, qui meurent dans l'océan. Vous avez appelé ça un suicide. Est-ce réellement un suicide? Moi, je considère que c'est un suicide. Parce que vous savez, nous avons quelque chose, nous les Maliens. Je vous assure. Et ceci, sans considération d'ethnie. C'est que nous sommes pauvres et fiers. Nous sommes très fiers. Je viens de la région de Caille. Mais lorsque vous causez avec les gens, population que je connais très bien, parce que j'ai fait presque tous les cercles, et comme je vous ai dit, j'ai fait tous les foyers. Il n'y a pas de foyer en France dans lesquels je n'ai pas mangé pratiquement avec les immigrés. J'ai travaillé pendant 4 ans avec eux. J'étais à leur service, j'étais leur conseiller. Je suis parti dans leur village, je connais leur famille. Mais c'est une honte que de rester au village et de ne pas pouvoir contribuer à la bonne marche de sa famille. Donc les gens préfèrent le suicide, prendre tout ce risque-là, plutôt que de rester ici et être humilié, et être une humiliation pour sa famille. Mais vous voyez les héros qu'on a cités tout récemment, Gassama, Bathily, etc., que je tiens à saluer, ce sont des jeunes qui sont le symbole du courage malien. Le Malien est courageux. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai vu des jeunes qui sont en train de travailler de façon extraordinaire. Il y a tellement de métiers dans lesquels ce sont les Maliens. Et d'ailleurs, même les commerçants du Mali. Mais vous allez voir que c'est peut-être les Libanais et les commerçants du Mali qui tiennent le commerce de plusieurs pays. Nous avons une population brave. Mais les gens n'aiment pas être humiliés. Et je pense que c'est cette révolte qui les amène à sortir. Sinon, ils reviennent tous au Mali. Tout le monde aime ce pays. Personne n'aimerait vivre en New York. Et d'ailleurs, quand nos gens vivent en France, vous pensez qu'ils mangent l'alimentation de là-bas? Ils se déplacent là-bas avec nos couscous et puis nos autres aliments qui sont du terroir. Non, je crois que les gens, on n'a rien fait ici. C'est pour ça que nous devons créer les conditions pour retenir nos jeunes. Nous n'avons rien à faire là-bas. Nous avons tout ici. Nous avons l'eau, nous avons de l'espace, nous avons l'or, nous avons la main-d'œuvre. Et il fait bon vivre chez nous. Tout est bien chez nous ici. Moi, je suis très fier du Mali. Nos musiques sont intéressantes, nos légendes sont vivantes. Franchement, il y a de quoi être fier. Mais je crois qu'il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité évidente. Et un grand pays comme ça, qui a une très grande histoire, il ne peut pas s'effondrer comme ça. Mais soudainement, vous saviez que le Mali était un pays craint. Moi, je regrette de le citer, mon défunt papa, et de l'armée. Mais c'est eux ils étaient craints dans la sous-région ici. C'est nous qui partions éteindre les autres conflits, comme je l'ai dit. Il y avait combien d'avions dans ce pays? Combien d'armes dans ce pays? Mais regardez qu'est-ce que c'est devenu. Il n'y a rien, absolument rien. Et même les petits coucous qu'on a achetés l'autre jour,
Mais on a un membre du gouvernement qui sort pour dire que non, en fait, on n'a pas eu l'argent pour acheter 6, on a juste acheté 4. Mais nous allons rester comme ça, face à tout ça. J'ai bon espoir que nos compatriotes, en 2018, là, ont les yeux grandement ouverts. Ce n'est pas une histoire de folklore. Il s'agit de leur vie et même de la survie et de l'avenir de leurs enfants et de nos enfants. Nous n'avons pas le droit d'être aussi négligents et nous avons l'obligation d'être exigeants. Et c'est cette exigence que je veux porter, c'est cette exigence que je veux incarner parce qu'elle est mon cheminement. Vous savez, la sincérité, c'est une cascade de cohérence. Vous devez être cohérent tout au long de votre vie. Et je pense incarner cela et représenter cela pour... Monsieur Diarra, il nous reste 10 minutes et on a encore quelques questions à vous poser. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le processus électoral. Vous avez dénoncé certains manquements, la prise de loi, l'adoption de lois, de circulaires à quelques mois de la présidentielle. Est-ce qu'en acceptant, par exemple, de participer à cette élection, vous ne cautionnez pas quelque part cette façon de faire? Vous savez, je suis sincère, je vous donne raison. Je vous donne raison. Et à l'époque, j'ai discuté avec des acteurs politiques du Mali. J'ai attiré l'attention, et je n'étais pas le seul. Bien, un exceptionnel personnage politique, ancien ministre de l'administration territoriale, Ousmane Sy, il a alerté depuis très longtemps. Tout le monde lui a tiré dessus, à boulet rouge. Et le professeur Seydou Badian Kouyaté a tiré la sonnette d'alarme pour dire, tentons d'imaginer quelque chose. Mais les gens sont pressés. Qui veut soit conserver le pouvoir, soit qui veut y accéder. Alors, dans une telle situation, lorsque vous dites que vous ne partez pas, mais à la limite, on dira, mais parce que tu n'as rien à proposer, ou parce que en fait, tu penses que les gens ne t'écouteront pas. Non, je ne suis pas quelqu'un qui peut signer forfait. Pour ceux qui me connaissent, je suis un attaquant. Hein, j'ai joué au foot ici. Donc, je considère que s'il n'y a pas autre schéma... J'ai même allé à discuter même avec la communauté internationale. Parce que, quelque part, il y a un certain nombre de pays qui font la pression derrière. Oui, la Constitution. Mais ça sert à quoi de respecter la Constitution et après de se suicider? Parce que finalement, on est à un schéma comme celui-là. Chacun sait très bien qu'il y a des imperfections. Alors, selon l'ampleur de ces imperfections, nous verrons si les résultats seront acceptés par les Maliens ou pas. Mais moi, je dis, et j'attire l'attention, encore une fois, de toute la classe politique, que rien ne devrait passer devant le Mali. Absolument rien. Ce n'est pas une constitution. Ce n'est pas... C'est-à-dire qu'on peut se chamailler, on peut... bon, il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé. J'espère que les gens vont le respecter. Parce que là aussi, on voit un certain nombre de dérives. De graves dérives qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Les gens sont en train de nous humilier, d'afficher sur la toile des images du Mali ou de la classe politique du Mali qui sont révoltantes. Quelles seront vos 3 premières décisions si vous êtes élu président de la République? Bon, je pense que le paquet, il est déjà prêt. Il faut un gouvernement de combat immédiatement. Ça, c'est la première décision. Il faut un gouvernement qui va immédiatement aller au front et de taille resserrée. Ça ne sert à rien. Comme j'ai dit, les dirigeants du Mali doivent se débarrasser de leur tenue de cérémonie pour porter leur tenue de travail. Il n'y a pas, c'est un protocole minimum, on doit être au travail. Donc c'est un gouvernement de combat avec une feuille de route claire et une évaluation des résultats. Et les gens vont venir à la télé pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait, semestriellement, chaque ministre. Deuxièmement, je pense que c'est de consacrer toutes les ressources du Mali à notre défense et à notre sécurité et organiser la sortie de tous ceux qui sont là, qui nous font de l'assistanat. Je pense qu'un pays ne peut pas demeurer éternellement dans l'assistanat. Donc, c'est un recentrage immédiat des ressources. Et nous savons déjà où ça se trouve. Hein. Maintenant, la troisième grande bataille, c'est la bataille économique. Il faut permettre aux acteurs économiques du Mali, les capitaines d'industrie, les commerçants, à créer de la richesse au Mali et à l'extérieur. Parce que c'est ça qui va par la suite assurer
la durabilité. Maintenant, dans la panoplie des mesures, je vous ai dit qu'il y en a 99. Donc nous savons exactement ce que nous voulons faire. Ce n'est pas... Vous savez, d'habitude, les politiciens, ils vendent du rêve. Et nous voulons transformer ces rêves en actions concrètes. Je ne suis pas un politicien... Mais vous faites de la politique. Je fais de la politique. Aujourd'hui, je peux même dire que je suis devenu politicien. Parce que je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais j'ai été homme politique du fait que j'ai été dans des gouvernements à la demande des hommes d'État, mais venant de la société civile, pas en tant que membre ou militant d'un parti politique. Monsieur Diarra, si vous êtes élu président de la République, garderez-vous l'accord de paix et de réconciliation dans son état actuel ou vous allez le déchirer? Je pense qu'on ne peut pas et on n'a pas le droit de déchirer un document qui s'appelle Accord pour la paix et la réconciliation, déjà par principe. Mais ce que je dis, c'est que nous devons nous asseoir autour de cet accord pour évaluer ce qui a été fait, pour évaluer les engagements qui ont été pris et surtout se projeter. Vous savez, il y a des choses dans cet accord qui sont inacceptables. Quand vous regardez que le principal problème de Kidal, c'est le problème de l'eau, j'ai coutume de le dire, dans l'accord, vous savez, c'est où? C'est à la dernière page, dans la dernière annexe. Et on parle d'un forage. Ça veut dire que les gens n'ont même pas bien lu. Donc je dis, vous savez, il y a un autre paradoxe. Mettre à niveau les régions du Nord avec celles du Sud entre 10 et 15 ans comme horizon temporel. Mais vous savez que les régions du Sud n'ont pas d'eau à boire, elles n'ont pas d'électricité. Et dans 15 ans, c'est ça notre ambition? Non. Les Maliens ont la possibilité, en choisissant des bons dirigeants, de changer la vie du sud au nord, en passant par le centre. Dans cette campagne électorale, irez-vous à Kidal? Si les conditions le permettent, avec plaisir. J'ai cru comprendre qu'il y a tout un protocole à observer. Je ne sais pas si c'est un véritable visa qu'on va solliciter. Mais non, moi d'abord, je tiens à vous dire que j'ai énormément d'amis tamashek. J'ai étudié, d'ailleurs, un de mes mentors, le professeur Assadek, que je me permets de citer, quand j'étais au lycée Askia, c'est eux qui nous donnaient des cours. Donc, je suis devenu ce que je suis devenu grâce aussi à ce grand frère-là. J'ai beaucoup d'amis dans la culture, dans la musique. Si vous ne gagnez pas au premier tour et qu'il y ait un deuxième tour, qui prévoyez-vous de soutenir? Pourquoi vous excluez que je sois au second tour? C'est une possibilité, j'ai posé la question. Non, mais parce que, vous savez, les Maliens ont toujours été capables de miracles. Vous savez, les gens font ces trucs-là, on fait des sondages, on fait ceci, mais moi je vais vous dire, mais tous ceux qui sont devenus chefs d'État au Mali, par la voie des urnes, mais personne ne les donnait là. Il n'avait ni le parti politique. Le président Amadou Toumani n'avait pas de parti politique. Comment dirais-je? Donc vous pensez que vous allez devenir miraculeusement Ibeka n'avait le pas de président de la parti République? politique. Il était parti un peu. Est-ce que vous pensez que vous allez devenir miraculeusement le président de la République? Moi, je dis que nos compatriotes sont capables de miracles parce que... Donc, si vous et surtout devenez quand ils ont souffert. Si vous devenez le président de la République, c'est par miracle. Ah, mais bien sûr. Okay. Ah, bien sûr, je considère que c'est un... Et c'est Dieu qui est capable de faire des miracles. Maintenant, pour ce qui peut se passer dans l'autre alternative, parce que restons scientifiques, nous sommes dans les cas possibles. Moi, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Je dis bien, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Je ne suis pas à la recherche de l'argent. C'est pour cela que je vous dis que je suis sincère. Malgré tout ce qui peuvent tenter de m'attaquer, etc. Mais non, je suis sincère. J'aime profondément ce pays. J'aime les Maliens. Je me préoccupe d'eux. Et je pense avoir les solutions. Et mon expérience et mon itinéraire, mais c'est un itinéraire atypique. Vous ne trouverez pas ce que j'ai vécu dans mon évolution, de mon lieu de naissance, en passant par les villages vécus, l'itinéraire professionnel. Je suis aujourd'hui un cadre mûr et préparé, et surtout avisé pour défendre le Mali à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Monsieur Diarra, il nous reste 1 minute. Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Vous, président de la République, on sait que la France a énormément contribué à la stabilité au Mali, à la coopération bilatérale entre le Mali et la France, sont renforcées depuis plusieurs décennies. Et comment aurez-vous le temps ou le courage de revoir le domaine de la coopération, par exemple l'accord de coopération militaire actuellement entre la France et le Mali, mais également sur le plan économique, par exemple? Vous savez, moi je considère toujours que ce qui nous arrive, ce n'est pas la faute de Dieu.
Parce que certains fatalistes veulent nous amener à cela. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute d'un autre pays, y compris la France. Je considère que le Mali doit renégocier tout. Je dis bien tout. Tous ses engagements. Et dans l'intérêt du Mali. Parce que les autres pays, ils négocient dans leur intérêt. Je considère la France comme un pays ami. C'est la France qui a quand même à sauver le Mali de l'invasion qui était en cours. Donc c'est un partenaire. Mais il faut des arguments. Il faut des arguments. Il faut qu'il y ait des intérêts partagés. Et je suis convaincu que les responsables français aujourd'hui incarnent autre chose pour favoriser un partenariat fécond. Monsieur Mamadou Igor Diarra, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Grand Dialogue. Nous recevions monsieur Mamadou Igor Diarra, candidat indépendant à la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. Merci d'avoir regardé ce débat. Passez d'excellents moments en nos compagnies. À très bientôt. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.